Bonsoir, ce devait être une simple mesure de sécurité routière, mais les 80 km/h exaspèrent les automobilistes. On n'avance plus, les gens roulent à 70. Je suis plus souvent qu'avant coincée entre deux camions. En Haute-Loire, département rural, cette nouvelle limitation de vitesse ne passe pas. Après, on n'a qu'à faire une chose, on se déplace tous à vélo, il n'y aura plus de bagnole et ça sauvera la vie de plein de gens. Décision absurde imposée par Paris ou moyen efficace de sauver des vies? Sauver une seule vie, eh ben, c'est une vie de gagnée et ça suffit au bonheur du préfet. 80 km/h, la sortie de route, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Vous découvrirez aussi les secrets de votre imprimante, cartouches d'encre truquées, pannes provoquées. Les fabricants ont-ils mis au point une obsolescence programmée? Vous ferez enfin la connaissance de Kayla, une petite fille atteinte d'épilepsie sévère et qui va beaucoup mieux grâce au cannabis thérapeutique. C'est une mesure qui a mis le feu aux poudres dans de nombreuses régions, la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Une contrainte de plus insupportable pour les automobilistes, un impératif de sécurité routière pour le gouvernement. En Haute-Loire, le préfet veut renforcer les contrôles avec des radars dernière génération. C'en est trop pour les usagers de la route qui demandent que la vitesse soit réglementée au cas par cas. Alors, faut-il faire marche arrière ou au contraire maintenir le pied sur le frein? 80 km/h, la sortie de route, c'est un reportage de Raphaël Chapira et Yvan Martinet. À bord de sa camionnette, Bruno Favier, électricien, sillonne les routes de son département, la Haute-Loire. De chantier en dépannage, il parcourt en moyenne 150 km par jour et gère son entreprise depuis sa voiture. La tête au boulot et depuis cet été le nez sur le compteur pour se maintenir à la bonne vitesse, 80 km/h. Dans la descente, si je freine pas, j'arrive pas à être à 80. Il faut avoir le pied sur le frein. On essaye d'être à la bonne vitesse. Le problème, c'est qu'on n'y est pas en permanence et puis qu'on n'y fait même pas gaffe. Toujours pressé, sur la route, Bruno Favier s'impatiente. Je suis à la bourre. J'avais dit 3h30 à une cliente. Il est 4h moins quart. On se demande si on va arriver un jour à cette vitesse. Pour lui, ces 80 km/h ne sont pas adaptés à son département. Ici, d'un virage à l'autre, ces routes de campagne changent d'aspect, mais la vitesse limite est toujours la même. Vous voyez, là, par exemple, on s'est freiné. La loi nous autorise un 80 km/h sur cette route. Vous voyez, je suis à 30. Donc, je suis un grand garçon. J'ai pris moi-même l'initiative de tomber ma vitesse à 35. Par contre, sur une ligne droite où il n'y a personne, qui est très large, j'aimerais aussi pouvoir aller à 90 ou à 100 sans qu'on vienne me tirer l'oreille et qu'on me traite de criminel. La sécurité routière affirme que les 80 km/h ont fait baisser la mortalité sur les routes. Le patron électricien n'y croit pas. Vous avez assez de tubes? Il n'y voit qu'une punition pour les habitants de la campagne, à commencer par ses propres salariés. Pour moi, c'est du pipeau. Les 80 km/h, c'est sûr que d'aller un peu moins vite, le choc sera moins puissant. Mais alors, et pourquoi pas alors 70? Et tiens, pourquoi pas 60? Après, on n'a qu'à faire une chose, on se déplace tous à vélo, il n'y aura plus de bagnole, et ça sauvera la vie de plein de gens. Ils roulent lentement, ils roulent doucement, en plus ils n'ont pas des voitures de course, ils ont des camions, mais ils se font flasher quand même, à 53, à 92, à 93. Voilà. C'est ça qui est juste énervant en fait. Parce qu'on nous laisse travailler, quoi. On laisse travailler. Toi, t'as 10 km pour venir travailler? 14. 14, toi, t'en as 25? Ouais, 20, ouais. C'est un stress supplémentaire qu'on... Oui, parce que tous les jours sur la route, après, si on n'a plus le permis, on est bien embêté pour aller au boulot aussi, quoi. À tout à l'heure. Ici, à Allègre, pas de transport en commun. Au village, beaucoup pensent comme lui, notamment son beau-frère, Jean-David, lui aussi artisan.
pense sincèrement que c'est pas une question de sécurité. On a l'impression d'être racketté carrément. Les 80, ça génère de l'argent. On est bien d'accord. Moi, si je pouvais investir, s'ils mettaient les radars, qu'on puisse être actionnaire, mais moi, j'y vais tout de suite. Parce qu'il n'y a rien de plus rentable qu'un radar. Moi, j'en veux plein. Moi, j'en veux plein. Bruno Favier se voit comme un conducteur responsable. Il assure qu'à chaque fois qu'il a perdu des points, c'était sur de petits excès de vitesse. La plupart du temps, sur des radars dont il connaissait l'emplacement. Je réfléchissais sûrement au boulot et bing, un flash. Alors, il a toujours du cellophane dessus, ouais. Il a du cellophane. Et ben, pendant qu'il a le cellophane, il nous emmerde pas. Cette grogne, beaucoup la partagent en Haute-Loire. Le département est rural. À peine 15 km d'autoroute, 2 nationales, tout le reste en départemental. Ici, le 80 s'est invité partout. Et la colère avec lui. Ce sont les radars qui en ont fait les frais. Fondus par les flammes, totalement détruits ou simplement dégradés, plus des 2/3 sont aujourd'hui hors service. En Haute-Loire, la mortalité sur les routes a beau avoir plus que doublé en 1 an, la nouvelle limitation reste incomprise. Quand on roule à 80 en pleine ligne droite, c'est très faible. Quand on a vraiment l'impression qu'on roule à 50. C'est une entrave à nos libertés. Rouler à 80 sur certaines routes départementales que je connais, c'est complètement ridicule. On n'avance plus, les gens roulent à 70. Je suis plus souvent qu'avant coincé entre 2 camions. Autour des 80 km/h, un bras de fer s'est engagé. Automobilistes réfractaires d'un côté, préfet de l'autre. Tout commence en septembre dernier. Le représentant de l'État dans le département est parti en croisade contre la mortalité sur les routes. Ce jour-là, il l'annonce, en plus du 80 km/h, ces radars dernier cri vont être installés le long des routes. Des tourelles en hauteur pour éviter les dégradations. Capables de contrôler 126 véhicules à la fois. Vitesse bien sûr, mais aussi distance de sécurité, dépassements interdits ou encore téléphone au volant. Avec ces machines ultra sophistiquées, pas d'échappatoire, c'est la tolérance zéro. Pour les automobilistes, c'en est trop. Car une pluie de PV s'est déjà abattue sur le département. Depuis le 1er juillet, un témoin privilégié observe cette colère qui monte. À l'éveil, le quotidien le plus lu du département, Julien Bonnefoy, le rédacteur en chef, mesure à quel point cette limitation à 80 km/h impacte la vie des automobilistes locaux. Les chiffres donnés par la préfecture explosent en fait. C'est-à-dire que la semaine du 18 au 24 juin, le nombre de flashs sur les radars fixes dans le département est à 1196. Après la première semaine d'application, on passe à 2510. Et à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, on est à 3500. On a multiplié quasiment par 3. Et ça, ce sont les chiffres de la préfecture. Et ça, ce sont les chiffres indiscutables de la préfecture qui tombent en plus de manière automatique. Conséquence, au bout de quelques semaines, les habitants du département sont exaspérés et ils l'écrivent au journal. Et bien forcément, la polémique de l'année, c'est les radars dans le département de la Haute-Loire. Donc on revient là-dessus et on publie à la fin de l'article une espèce de top 10 des commentaires les plus sarcastiques, les plus virulents qui ont été faits sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Alors ce qui revient dans les commentaires, c'est le rapport à l'argent, au portefeuille en fait. Sécurité rentière, qui est un terme qui a été utilisé et usité beaucoup. Jessica, le nouveau Las Vegas avec toutes ses machines à sous, 80 chances en plus de te faire taxer, ça va peinturlurer 80 fois de plus. Face à cette colère, et un peu seul contre tous, le préfet de Haute-Loire, Yves Rousset, haut fonctionnaire au parcours hors norme. 64 ans, préfet sur le Tard, il a longtemps été éducateur auprès de mineurs délinquants. Voilà 2 ans qu'il est en poste ici et il assume ces mesures impopulaires. Même si l'action administrative permet de sauver une seule vie, eh ben, c'est une vie de gagner et ça suffit au bonheur du préfet. Ce sont des vies humaines qu'on arrache et ça ne peut pas laisser indifférent. Ce matin-là, lui parviennent les premiers cahiers de doléances ouverts dans la foulée de la crise des Gilets jaunes. Les cahiers de doléances de l'ensemble du département. À Brioude, par exemple,
Les 80 km/h occupent une réclamation sur 4. Sur la suppression du... À 80 km/h, on s'endort et c'est beaucoup plus dangereux. Retour à la vitesse à 90 km/h sur les routes départementales non dangereuses. 80 km/h, raquette. Monsieur le préfet, l'implantation des radars à Brioude, ça semble une préoccupation assez présente. C'est une préoccupation d'un certain nombre de Français, c'est indiscutable. Voilà, avec des arguments, des arguments, ou plutôt des opinions, qui considèrent que ces 80 km/h, c'est pour mettre plus de PV et donc faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que quand on installe des radars, le premier critère, c'est l'accidentologie. C'est est-ce que sur un endroit, la vitesse a été la cause d'accident. Par exemple, le radar de Vazeilles-Limande. Entre 1995 et 2005, 7 morts sur une partie de la RN 102. Au 1er janvier 2006, on a installé un radar. Depuis, 0 mort. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a économisé 7 vies. Sauver des vies, c'est la mission qu'il s'assigne. Ébranlé par ces articles de la presse locale, triste litanie des vies volées par le bitume. Celui-ci est un accident dont je me rappelle très bien. C'était un dimanche matin, retour de boîte de nuit. Le conducteur, lui, était attaché. Il y avait 3 jeunes filles qui étaient derrière. Une jeune femme est morte sur le coup, 19 ans. Et une autre jeune femme a été tuée également. Elle avait 21 ans, elle était enceinte. Et ce jeune homme est en prison depuis l'accident. 2 morts, un jeune homme en prison, tout ça est... C'est des vies perdues. Des vies perdues. Ce combat, il le mène aussi sur le terrain. Comme à chaque veille de vacances scolaires, le haut fonctionnaire fait la tournée des bars. Avec l'association de prévention routière locale, Vivre et Conduire, il va à la rencontre des jeunes du Puy-en-Velay, qui, comme le veut la tradition, sortent en masse ce soir-là. Là, vous allez manger une pizza, c'est ça? Ouais, oui. Et alors, qu'est-ce que vous buvez en mangeant une pizza? Du coca? Non? Une petite bière? Ouais, Qui c'est qui donne un éthylotest tout à l'heure? Ces bénévoles en gilet bleu Et attention avec qui vous montez aussi. Ah oui. ont tous un point commun. Qui disent, oh, mais moi, ça... Ce sont des parents qui ont perdu un enfant sur les routes de Haute-Loire. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Comme Émilie Jonquet, 37 ans. C'est quand tu as eu ton permis? Début janvier. Ah oui, donc c'est vraiment très récent. Elle milite pour la sécurité routière depuis la mort de son fils en mai 2012. Le jour du drame, c'est elle qui est au volant. Ce matin-là, Émilie Jonquet roule sur cette départementale, large et dégagée. Il est 8h20, il fait beau. La jeune mère de famille est en route pour l'école avec ses 2 fils à l'arrière. Elle roule à la vitesse autorisée, 90 km/h à l'époque. Une route aujourd'hui limitée à 80. Moi, j'arrivais de chez moi, dans cette direction. Donc voilà, je venais là, j'étais sur ma droite et c'est la dame qui m'a foncé dedans qui arrivait donc forcément de l'autre côté. Et on s'est rentré dedans ici, là, juste à cette intersection. Si la voiture lui fonce dessus, c'est parce qu'en face, la conductrice s'est endormie. Le choc est frontal, ultra violent. Coincée dans l'habitacle, avec une dizaine de fractures dans les jambes, Émilie Jonquet ne perd pourtant jamais connaissance. Son grand frère pleurait et lui, il pleurait pas. Et j'ai eu peur parce que je savais pas pour mes fils. Et quand j'ai compris pour le petit, j'ai une grande souffrance. Voilà, ouais, c'est ça que je garde. L'aîné est indemne, mais Arnaud, âgé de 16 mois, est tué sur le coup. Dans l'autre voiture, la conductrice blessée perd aussi sa fille de 16 ans. 7 ans après, pour Émilie Jonquet, 90 ou 80 km/h, ce n'est pas la question. Ce qui la révolte, ce sont les comportements dangereux. Regardez le doublé là. Regardez le doublé lui. Vous avez vu? Ben voilà, il n'a pas de visibilité.
Là, j'aurais envie de pouvoir rattraper ces gens et de leur dire, voilà, vous venez de doubler de façon hyper inconsciente et à tout moment, il y avait une personne qui arrivait en face, vous pouviez vous la prendre et briser des vies, parce qu'il n'y a pas que la sienne qui est en jeu, il y a celle peut-être des gens qui arrivent en face. Et ça, quand je vois ça, et c'est assez fréquent, surtout sur cette route, et ben ça me met vraiment hors de moi. Il lui faudra 1 an de fauteuil roulant, 2 ans de rééducation avant de pouvoir remarcher. Vous mettez en binôme. Émilie a dû abandonner son travail d'esthéticienne en institut de beauté pour devenir formatrice, moins éprouvant physiquement. Toutes ses élèves connaissent son histoire. Pour elles aussi, la route est source d'angoisse. Certaines roulent plus d'1 heure pour venir en cours. Et pourtant, ce n'est pas la vitesse qui les inquiète le plus. On était sur une petite route de campagne, on était plusieurs véhicules et il y en a un qui nous a doublés en plein virage. Enfin, on a tous pilé parce qu'on a eu vraiment très peur, quoi. Là, on roulait tous à 80, on était bien dans notre limite. Après, c'est lui qui... voilà, son comportement. Il n'y a pas que la vitesse, malheureusement. Il y a l'alcool, il y a la drogue. Voilà, quoi. Alors on a en premier plan le Césalier ici, avec le petit village qui s'appelle la Gaudivelle, qui est paumé au milieu de rien. C'est vraiment une région complètement sauvage. La Haute-Loire vue du ciel. C'est ainsi que Luc Malhomme la préfère. Aux commandes de son appareil, les panneaux 80 ne sont plus que d'infimes taches de couleur. On est déjà à 220 km/h. Quand il ne vole pas pour son plaisir, Luc est pilote d'hélicoptère pour le SAMU. Il vole d'accidents en hôpitaux pour transporter les blessés. Des formations professionnelles, sa lecture du paysage est une carte des accidents survenus dans la région. Là, on est sur la N102 et cette fameuse zone extrêmement accidentogène qui est là. Il y a des cartons les uns derrière les autres en pleine ligne droite et vraiment, c'est pas normal. Luc vit le long de cette nationale 102, si meurtrière, à Lampes-sur-Alagnon. Ce dimanche-là, il est attendu par des amis pour le café. Ça va ? Sylvie Fayon est médecin. Jean-Baptiste Brionnet, lui, forme de futures infirmières. Un petit café. Comme Luc, Sylvie, elle aussi, est régulièrement amenée à intervenir sur des accidents de la route. La tôle déchirée, les corps brisés, ils connaissent, mais ne s'y habituent pas. Sylvie, vous avez fait combien d'accidents de la route dans votre carrière? On va dire une centaine. Les plus mauvais souvenirs, je dirais que c'est les 15 premières années, peut-être parce que j'étais plus jeune. J'ai souvenir d'un premier accident, début de la Nationale 102, où effectivement, 2 voitures de plein fouet, avec 2 jeunes blessés, dont un grièvement. Vous gardez, vous, les traumatismes de vos interventions, oui. Médecin que vous êtes? On pense qu'on va s'habituer avec les années, mais non, c'est pas possible. Il y a la violence de l'image, qu'on peut pas oublier. Enfin, il faut quand même du temps. Enfin, d'abord, on l'oublie pas, mais faut le digérer, on va dire. Il y a une espèce de fatalité qu'on a du mal à admettre. On a toujours un petit peu cette révolte quand on arrive là-dessus, de se dire mais qu'est-ce qui aurait pu éviter ça? Tous les 3 ont décidé de se battre. Luc, Sylvie et Jean-Baptiste sont conseillers municipaux de leur commune. Depuis le début de leur mandat, ils essaient de rendre moins dangereuse la portion de N102 qui passe aux abords du village, particulièrement au niveau de cette station-service. Il y en a eu beaucoup des accidents ici? Alors ici énormément. Personnellement, je suis intervenue à cet endroit plus d'une dizaine de fois. Je dirais que c'est l'endroit le plus accidentogène du secteur. Le dernier accident mortel date de mars 2018, où une jeune conductrice de 19 ans a perdu la vie immédiatement. Et elle sortait directement de cette station pour rejoindre la voie de droite et percutée par un véhicule qui sortait de l'autoroute et qui a coupé en 2 la Golf de cette jeune fille. Les 3 élus ont écrit à leurs députés. Sur cette zone désormais limitée à 80, ils demandent que la vitesse soit réduite à 70. Encore moins que la nouvelle limitation qui fait tant polémique. Pourtant, surprise,
pour ou contre la limitation à 80 km/h? Moi, je suis contre. C'est complètement inadapté. Non, C'est inadapté. Contre, c'est Vous êtes tous les trois contre. oui. Inadapté complètement. Je vous attendais pas là-dessus, je pensais que vous étiez forcément pour la limitation à 80 parce que vous aviez trop souvent connu des drames dans vos activités professionnelles. Le 80, on se rend compte aujourd'hui que les gens ne se tuent plus à cause de la vitesse, ils se tuent parce qu'ils s'assoupissent au volant. Ils s'endorment au volant. Ils vont trouver des dérivatifs, un téléphone portable. Ou alors portable. ils vont s'occuper sur un téléphone portable, ou alors ils s'ennuient et autres. Ces élus locaux voudraient être consultés. Ils souhaiteraient que leur expertise soit prise en compte. On a la connaissance du terrain, justement. On est élu sur la commune. Donc pour ça qu'on s'est permis de faire ce type d'intervention, parce que sinon, on n'aurait pas fait. De la même façon, je ne vais pas aller donner mon avis sur quelque chose qui se passerait à l'autre bout du département. On peut pas, en plus depuis Paris, on ne peut pas le regarder, ça. C'est pas possible. Et il faut quand même qu'on s'appuie sur ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Du cas par cas. Du sur-mesure. C'est exactement ce que propose le président du département, Jean-Pierre Marcon. Vos routes aménagées ? Lui gère 3400 km de route. 95% du réseau de Haute-Loire. Il nous emmène en balade dans sa voiture de fonction, avec chauffeur. Très bien, on y va. Vous allez. Cet élu de droite a toujours été contre la mesure du gouvernement. Peut-être parce qu'il en a fait lui aussi les frais. Il me reste très peu de points sur ma carte. Oui, il faudrait que je fasse un stage d'ailleurs. Mais d'ailleurs, le dernier que j'ai perdu, c'était sur un secteur à 80 km et j'avais mis mon limitateur de vitesse. Malheureusement, c'était en descente et le limitateur ne marche pas trop dans ce cas-là. Ben, j'ai été pris à 86, ramené à 81, mais j'ai quand même eu un point de moins et l'amende, c'est pas un problème à la limite, mais surtout qu'il ne me reste plus beaucoup de points maintenant. Lui aussi dénonce une décision prise depuis Paris, bien loin d'ici. Cette décision unilatérale qui était prise d'en haut a été mal interprétée, d'abord parce qu'elle venait d'en haut. Il n'y avait pas eu d'explication, pas de concertation locale non plus. L'élu de terrain prône un retour à 90 km/h généralisé, mais avec des exceptions à 70 quand cela est nécessaire. Le président Marcon a déjà pris, comme il en a le pouvoir, 175 arrêtés de réduction de vitesse à 70 km/h, ici en rouge. Dans la plupart des lieux où il y a eu des accidents mortels, la vitesse a été réduite à 70. Jean-Pierre Marcon a d'autres portions de route dans sa ligne de mire, avec d'autres critères. Comme celle-ci par exemple. Une zone sinueuse, toujours à l'ombre, parfois verglacée, même en été. D'ailleurs, celui qu'il y a eu cette nuit, là, non, hier matin, à Montfaucon. Et surtout très fréquentée. Eh oui. Il n'y a pas eu d'accident mortel, mais on sait qu'il y a quand même eu des accrochages sur ce secteur. On s'est rendu compte, là, il y avait un accident. Là, la chaussée n'était pas terrible. Là, il fallait peut-être rectifier un peu le virage. Et c'est au fur et à mesure de ces constats sur le terrain et puis de l'accidentologie qu'on y découvre qu'on a considéré qu'il fallait réduire la vitesse à 70. Cette décision relève d'une analyse précise sur le terrain, faite par des techniciens qui y sont tous les jours, par des professionnels, par même des élus locaux qui ont aussi leur avis à donner dans ce domaine-là. On n'a pas beaucoup de peine à l'imposer par la suite. Il y aura toujours quelques personnes qui s'y opposeront parce que c'est comme ça. Les Français sont tous des râleurs. Mais ça s'imposera inévitablement au fil des jours et des années. Ça me pose pas de problème particulier. Mais avant d'investir dans de nouveaux panneaux ou dans des radars, certains estiment que pour renforcer la sécurité routière, d'autres dépenses seraient prioritaires. Des travaux urgents s'imposeraient sur les routes du département. Bas en basset sur les bords de Loire. Accrochée aux rives du fleuve, la maison de Jean-Paul Marcoux est aussi posée le long de cette départementale. Le 1er janvier dernier vers 15h, ses murs tremblent dans un lourd fracas. La cloison a été décalée. Il y a un décalage important puisque tout sera à démolir et à reconstruire après. Une voiture a percuté le mur de la maison. J'ai cru même que c'était un camion d'ailleurs. Et quand je vais à la porte, j'ai vu le nez de la voiture et puis j'ai vu les occupants qui étaient en état de choc. Le conducteur a perdu le contrôle de sa Clio.
Elle a dérapé et s'est encastrée dans la façade. À bord, 3 passagers. La jeune fille sur la banquette arrière n'a que 18 ans. Elle ne survivra pas. La voiture, malheureusement, a tapé contre l'appui en béton de la fenêtre. C'est ce qui a fait le plus de dégâts, parce qu'un choc latéral. J'ai retrouvé des morceaux de verre de l'autre côté aussi. Pendant plusieurs nuits, j'ai pas trop dormi, forcément. C'est-à-dire que ça a été difficile de dormir, parce que j'avais la pensée et puis surtout la vision de cette jeune fille allongée sur la banquette arrière. Je vais faire un carré blanc en peinture, avec peut-être un petit cœur aussi au milieu, et puis planter un rosier pour remémorer, si vous voulez, ce dramatique accident. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de ce drame. Mais ni la vitesse ni l'alcool n'en seraient à l'origine. Jean-Paul Marcoux croit savoir ce qui a provoqué la sortie de route. Aujourd'hui retraité, il a passé sa carrière dans ce gilet jaune, à travailler sur les routes en chantier, comme technicien supérieur à la direction départementale de l'équipement. Il y avait un creux, effectivement, sur la chaussée, qui n'est pas forcément visible aussi, mais qui se sentait sous le passage des véhicules. Là, on avait un effet tremplin qui avait tendance à envoyer les véhicules de l'autre côté, même à une vitesse normale. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet entre cet affaissement-là et l'accident qui s'est produit plus bas, plus les autres accidents qui se sont produits au cours de l'année 2018. Selon lui, cette chaussée déformée aurait provoqué une dizaine d'accidents ces dernières années. Il lui est même arrivé d'en photographier de sa fenêtre. Il prétend avoir alerté les services départementaux. Eux disent que la zone faisait l'objet d'une étude au moment de l'accident. Le 19 janvier, moins de 3 semaines après la collision contre sa maison, le bord de la chaussée finit par s'effondrer dans la Loire. Ce qu'il faudrait, c'est mettre de l'argent sur les ouvrages d'art, sur les murs de soutènement et l'entretien global du réseau, quoi. Plutôt que de dépenser de l'argent sur des limitations de vitesse qui ne sont pas forcément justifiées à certains endroits. De toute façon, l'argent pour les nouveaux radars ultramodernes, il n'y en aurait plus. Il y a 10 jours, le préfet a tenu sa conférence de presse annuelle sur la sécurité routière. Le bilan est désastreux. 29 morts en 2018, contre 12 l'année précédente. Et le haut fonctionnaire se sent désarmé. 20 des 29 radars de son département ont été mis hors d'usage. Dégrader un radar, c'est pas juste dégrader un instrument de mesure posé par l'État, c'est de mettre la vie des autres en danger. Et il se peut qu'en France, il y ait des gens qui ont dégradé les radars et qu'il y ait des morts sur la conscience. Alors, du coup, le plan de déploiement des radars, qui était un plan national, n'est plus d'actualité immédiate. Oubliez les radars dernier cri. Officiellement, le temps de réparer les machines endommagées. Remplacer un radar peut coûter jusqu'à 80 000 € pièce. Mais même dégradé, et bien qu'il ne flash plus, certains de ces appareils mesurent encore la vitesse. Et ils enregistrent 2 fois plus d'infractions dans le département qu'il y a 1 an. Derrière la plaque d'immatriculation, vous avez le radar qui est derrière. Ce radar embarqué est l'un des derniers disponibles en Haute-Loire. Et encore, au Puy-en-Velay, les policiers habilités à l'utiliser sont désormais accaparés par d'autres tâches. Les actions des Gilets jaunes. Une machine à laver, une imprimante ou un smartphone qui rendent l'âme au bout de seulement 3 ans, on l'a tous vécu et franchement ça nous énerve. Mais que peut-on faire, nous, consommateurs, contre ces appareils électroménagers ou électroniques à durée de vie apparemment limitée ? Depuis 3 ans et demi, l'obsolescence programmée est un délit en France. Des associations ont décidé de porter plainte contre certains fabricants. Dans leur viseur, il y a justement les imprimantes et leurs cartouches d'encre qui nous font si souvent pester. Imprimante, le coup de la panne, l'enquête est signée Anne-Charlotte Iné, Soigny Thiebaud et Nils Montel. Alors, je suis pas sûre que ça marche.
Voilà. Tac. Et on y va. Et on fait imprimer. Et c'est parti. Ah oui, oui, mais toujours. Bah oui, à chaque fois, il y a du bruit. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il n'y a pas de traces. Elle connaît la musique, Mireille. À chaque fois qu'elle doit imprimer des partitions pour son cours de chant, un coup ça marche et un coup... Ah non, mais c'est quoi ça? Ah non, c'est pas possible. Est-ce qu'elles sont bien imprimées? Non, là, il manque le noir. Il n'y a pas assez de noir, quoi. Voilà. Par exemple, là. Ouais, exactement. Voilà. Là, il manque une ligne, là. Voilà, voilà. Mais bon, c'est inutilisable. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déchiffrer ah avec ben non, là, je peux ça. rien en faire. C'est à jeter, ça. Et quand ce n'est pas un problème d'impression, rien faire d'autre. Ce sont ses cartouches d'encre qui lui jouent des tours. Curieusement, j'ai imprimé une affiche de concert et peu de temps après, plus rien. Vous avez imprimé ça? Oui. Et après, c'est tombé en panne, plus rien. Page blanche. Même si vous remettiez des cartouches neuves? Exactement. C'est incompréhensible, parce que là, elle est superbe. C'est bizarre quand même. Hein. Entre Mireille et son imprimante, le contact n'est jamais vraiment passé. Elle pensait pourtant avoir fait une bonne affaire. Vous l'avez acheté combien, cette imprimante? 49,90. C'est en Pas cher. promo, pas cher. C'est qu'après que j'ai vu que les cartouches étaient aussi chères que le prix d'achat de l'imprimante. C'est-à-dire? Et ça, je ne le savais pas. Ben, les cartouches sont entre 40, plus de 40 euros. Et en fait, ça va très vite, quoi. Donc les cartouches, c'est le prix de l'imprimante, en fait. Exactement. Si vous l'avez eu à 49,90. Oui, c'est le prix de l'imprimante, oui. À ce prix-là, Mireille en a même acheté une deuxième pour son fils. Mais au bout de 3 ans, cette imprimante-là... Surprise, c'est Laurent. ...a d'un coup rendu l'âme. Malgré toutes les tentatives de Laurent, son ami réparateur, pour la sauver. C'est l'autre, la petite sœur, le même modèle, mais que j'ai complètement démonté pour essayer de comprendre où ça pouvait coincer. Peine perdue. Impossible de réparer la panne. Mais est-ce que c'est normal d'avoir des imprimantes qui ne se réparent pas? À ce prix-là, ça peut s'expliquer, parce qu'en fait, le fabricant n'a pas intérêt à avoir des imprimantes de ce prix-là qui soient réparables, sinon il n'en vendra plus, quoi. Ah bon? Les fabricants programmeraient-ils d'avance la mort de nos imprimantes? Powell. Pour tout vous dire, au début, on était sceptiques. Au revoir. Mais pour la première fois en France, les géants du secteur HP, Canon, Brother, Epson sont visés par une plainte pour obsolescence programmée. Accusés en clair de réduire délibérément la durée de vie de leurs produits pour qu'on en rachète plus vite. 100 millions d'imprimantes, 1 milliard de cartouches vendues chaque année dans le monde. Et sur Internet, la colère des consommateurs gronde. Dans le viseur de la justice, Epson et ses imprimantes jets d'encre. Problème de cartouches, d'imprimantes irréparables, de blocages intempestifs. Quel petit secret se cache à l'intérieur de cette grosse boîte? Quelle technique utiliserait Epson pour nous faire consommer toujours plus et plus vite? Pour tout comprendre, il a fallu plonger dans les entrailles de ces machines. Déballage sur un verrouillage bien organisé ou la désagréable impression qu'Epson nous fait le coup de la panne. Au 3e étage de cet immeuble, la guerre est déclarée. Et t'aimes bien au final ou pas? Les géants de l'impression sont dans le viseur d'une poignée de jeunes trentenaires. C'est-à-dire saillant. Tous bénévoles, tendance écolo. Ils militent pour une association qui porte le nom de leur cause. Pour voir qu'on parle d'obsolescence programmée, pour voir les Hop, solutions. halte à l'obsolescence programmée. Ma fille, je les répare, elle aura plein d'outils dans les mains et... Ce sont eux qui ont déposé la première plainte pénale contre les fabricants d'imprimantes, Epson en particulier. Après, il y a le côté, c'est un peu à la fois se poser une question, après elle a l'air un petit peu sexy aussi. Leurs soupçons sont consignés dans ce rapport. Son auteur, Camille Fabaché, 28 ans. Camille, c'est la star de l'association. Elle est contrôleur aérien
et ne connaissait strictement rien aux imprimantes. Avec une petite. Ça met combien de temps un rapport comme ça? Plusieurs mois. Plusieurs mois, ouais. Ouais, du coup, on a fait plusieurs mois de recherche, de causettes, Voilà, simplement parler. Et c'est vrai que c'est en parlant avec les gens, en les faisant un peu parler, qu'on arrive à avoir plein d'infos. Puis t'as démonté pas mal d'imprimantes. Voilà, puis après, j'ai plein de réparateurs qui m'ont appris à comment démonter plein d'imprimantes. Ce rapport, la justice l'a pris au sérieux. Le procureur de Nanterre a ouvert une enquête contre Epson, confiée à la répression des fraudes. Pour remonter le fil de cette enquête, justement, Camille nous emmène là où tout a commencé. Dans une petite boutique parisienne, un spécialiste de l'encre et de la pâte. Bonjour. Ah, bonjour Camille. Iteb, le gérant du magasin, Anne-Charles, qui a Enchanté. parler. Enchanté. Voilà 15 ans que le patron, Iteb, voit défiler des clients mécontents. On a beaucoup de gens qui se plaignent d'Epson en particulier, parce que Epson a adopté un système vraiment qui restreint l'utilisateur. Ça bloque énormément. Avec lui, Camille a enquêté sur une panne emblématique selon eux des blocages d'Epson, celle du tampon absorbeur. Et pour l'utilisateur, ça commence toujours comme ça. Ça clignote, on a un joli message avec un E dessus. Erreur. Donc ça veut dire erreur, voilà. Et à partir de là, je ne peux absolument plus rien faire. Là, vraiment, là, c'est bloqué, totalement. Là, il y a écrit, il y a des pièces Il y a des pièces à l'intérieur de l'imprimante qui sont en fin de vie. Exactement. Et donc ça veut dire que c'est ce fameux tampon qui serait en fin de vie. Oui. Donc alors, ça ressemble à quoi, un tampon absorbeur? Alors du coup, ça, c'est une imprimante qu'on a démontée. Celle-ci, là? Pour voir, voilà, pour voir. En fait, le tampon, c'est cette petite éponge nichée au fin fond de votre imprimante. C'est vraiment de la mousse toute simple. C'est ça le tampon, c'est de la mousse. C'est de la mousse, ça vaut rien du tout. C'est là pour absorber l'encre. Exactement. Et voici à quoi ressemble un tampon saturé d'encre, bon à jeter, selon Epson. Tout à fait. La marque assure le remplacer gratuitement sous 7 jours dans un de ses centres agréés, sauf que selon Iteb et Camille, ce tampon aurait encore une longue vie devant lui. De là à que ça arrive en fin de vie, il y a quand même pas mal de marge. Parce que, si vous voulez, l'encre, il y a de l'eau dedans, donc l'eau va s'évaporer quoi qu'il arrive. Donc, il va rester que les pigments dedans. Donc, on peut accumuler des pigments comme ça pendant très longtemps. Exactement. Nous, on n'a eu aucun cas de personnes qui nous écrivaient pour dire que ça avait débordé. En réalité, elle n'est pas en fin de vie. Ce message-là, pour moi, il est faux. Donc en fait, c'est un pas message la vérité, ça. qui, selon vous, ne serait pas vrai. Mais pour moi, c'est du mensonge. C'est là que résiderait la supercherie. Selon Iteb, dès sa conception, Epson aurait en fait prévu que votre imprimante vous lâche à un moment bien défini. Les imprimantes sont prévues pour un certain nombre de pages qu'on nous cache. On ne sait jamais pour combien de pages elle est prévue. Globalement, moi j'ai fait les moyennes, c'est 18 000 pages, quelque chose comme ça. Un arrêt qui serait programmé grâce à un petit compteur placé au cœur de votre machine. C'est la mémoire interne de l'imprimante qui est programmée. Ça peut être la carte mère, les puces à l'intérieur de la carte mère, etc. Où il y a déjà un programme qui comptabilise le nombre d'impressions que vous faites et c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est de l'obsolescence programmée parce qu'en fait, l'imprimante compte, elle est programmée pour s'arrêter au bout d'un certain nombre de copies. Et une fois qu'elle a compté le nombre de copies qui allait bien... Et peu importe s'il y a vraiment trop d'encre dans le tampon ou pas, en fait. Peu importe complètement. Rien à voir donc avec un tampon soi-disant trop plein. Il suffit d'ailleurs d'un logiciel pour remettre le fameux compteur à zéro et continuer d'imprimer. Ok, on va brancher. Là, on a un petit logiciel, on a un petit programme. C'est un logiciel de pirate, c'est un logiciel officiel, c'est quoi comme logiciel? Non, c'est pas du tout un logiciel officiel. C'est un logiciel qu'un programmeur russe a fabriqué et qui met à disposition sur Internet. 2 clics seulement suffisent. Alors là, il nous demande si on a remplacé le tampon encreur. Et on va dire quoi? On va dire oui. Même si on l'a pas fait? Même si on l'a pas fait. Hop. Et voilà. Comme par magie, le compteur est remis à zéro, le blocage débloqué. Votre imprimante peut repartir pour un tour. Voilà. Donc elle peut encore imprimer, quoi. Oui. Imaginons, je me mets à la place du client. Moi, j'y connais absolument rien. Je fais quoi, moi, avec ça? En panique, j'appelle Epson.
Si déjà j'ai l'idée de l'appeler, parce que franchement, on se dit, voilà, c'est hors garantie, tout ça, qu'est-ce que je fais avec, quoi? Je la jette. Les imprimantes à jet d'encre, ça coûte tellement peu cher que la personne, elle va se dire, achetons une autre imprimante. Donc voilà, c'est ça la logique. La logique d'Epson, selon ITEB. Chaque année, la marque japonaise vend 14 millions d'imprimantes. Durée de vie moyenne de ces jets d'encre grand public, 3 ans. Pourtant, nos imprimantes n'ont pas toujours été conçues pour être jetables. C'est vintage, mais ça fonctionne encore. Même 40 ans plus tard. À l'époque, évidemment, en 1975, on construisait un peu plus solide qu'aujourd'hui. C'est pas en plastique, ça pèse à peu près 20 ou 30 fois le poids d'une imprimante moderne. Alors pourquoi dure-t-elle moins longtemps aujourd'hui? Dans ce musée où sont conservées des machines d'un autre siècle, ce spécialiste des produits durables a la réponse. Aujourd'hui, sur les imprimantes grand public, les imprimantes jet d'encre couleur grand public qui servent essentiellement à imprimer quelques documents administratifs et essentiellement des photos, le modèle économique, c'est la vente d'encre, c'est la vente de consommables. Et donc, ils n'ont pas intérêt forcément à ce que l'imprimante dure. C'est pas leur business, quelque part. Leur business, c'est de vendre de l'encre. Donc, si un fabricant, quelle que soit la marque, veut vendre beaucoup d'encre de sa marque, les consommables de sa marque, il doit d'abord vous vendre une imprimante. Et donc, autant vendre une imprimante pas chère pour vendre ensuite de l'encre très chère. C'est un petit peu le modèle économique qu'on a aujourd'hui, qu'on va retrouver dans d'autres domaines. C'est les cafetières modernes avec les dosettes. C'est exactement la même chose. À chaque imprimante vendue, donc, l'assurance pour la marque d'écouler ses propres cartouches pour au moins quelques années. Une stratégie bien rodée et qui ne s'arrêterait pas là. Pendant des mois, Camille et l'association HOP l'ont étudié dans le détail, avec l'aide d'un avocat rallié à leur cause. On se cadre sur Epson. On fait 1, l'imprimante, les pièces de l'imprimante qui posent des problèmes, 2, les cartouches. Car d'après les témoignages de centaines de clients Epson, On a reçu le formulaire 156 réponses et surtout dans les mails, on a reçu 400 mails. D'accord. des soupçons d'obsolescence programmée pèseraient non seulement sur les imprimantes, mais surtout sur les cartouches. On se rend compte que les cartouches sont annoncées comme vides, on ne peut plus imprimer. Le client, le propriétaire se dit, bon, ma cartouche est vide, je la change. Il la change de bonne foi, ça lui coûte 50 € au passage. Et lorsqu'on démonte la cartouche, vous vous rendez compte qu'il reste jusqu'à 20, parfois dans certaines cartouches, 40% de l'encre. Ce blocage, on ne le rencontre pas chez certains autres fabricants. Epson diminue la durée de vie de la cartouche alors qu'on pourrait encore imprimer. Et là, on est dans le cadre, selon nous, de l'obsolescence programmée. Des cartouches annoncées vides, mais qui ne le seraient pas vraiment. Sur le coup, ça nous a un peu séchés. Alors pour en avoir le cœur net, nous sommes retournés dans la boutique d'ITEB pour mener notre propre expérience. On va imprimer que des pages en noir, on va regarder un petit peu combien de pages ça nous sort. Et on va regarder, lorsque ça bloquera l'imprimante, combien il va rester d'encre à l'intérieur encore. Dans cette cartouche neuve, 8 millilitres d'encre noire qui vont s'écouler en quelques minutes à peine. Et voilà, le fameux stop, ink out. Voilà, donc Ça veut dire qu'il n'y a plus d'encre. fin d'encre, fini au niveau du noir. Donc là, c'est terminé. On ne peut plus rien imprimer. On ne peut plus non plus utiliser juste la couleur. C'est pas possible. Le scanner est bloqué. Donc je ne peux pas non plus numériser mes documents. Parce que bon, tant que je ne change pas la cartouche noire, je ne peux rien faire en fait. Et on a imprimé combien de... Là, vous voyez qu'elle n'a même pas fini d'imprimer la dernière. Donc là, on a imprimé, alors on va les compter. Alors, nous avons 1, 2, 11, 12 et 12 et demi, on va dire. 12 et demi, on a fini la cartouche de noir. Exactement. Fini la cartouche? Vraiment? Tendez bien l'oreille. Vous entendez? Pas de doute, il en reste. Mais combien? On va placer la seringue dans l'orifice, comme ça tout simplement. On va la placer dans ce sens-là. Et on aspire
l'encre tout doucement. Là, on peut se rendre compte que déjà, on a 2 millilitres. Voilà. Ça, c'était une cartouche de 8 millilitres. Et là, on a 2 imprimé 13 copies. Moi, j'ai 2 millilitres. Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus d'encre et là, il reste 2 2 millilitres. millilitres. Tout à fait. Quand vous avez vu ça, Camille, vous êtes dit quoi? J'étais effarée aussi, moi, voilà. On n'a pas besoin de plus de preuves, quoi. Quand vous avez autant d'encre qui reste dans la cartouche pour le prix indiqué, moi, je trouve ça personnellement scandaleux. Ces 2 millilitres d'encre, c'est 25% de la cartouche vendue, 14 €. Et avec cette quantité, ITEP va nous montrer qu'il est encore possible d'imprimer jusqu'à 4 pages avec la même qualité. Donc là, il nous en reste 4. Pourquoi, moi, est-ce qu'on me jetterait l'encre qui est nécessaire pour faire au moins 4 pages en 100% d'encre sur le papier? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Des pages supplémentaires dont vous êtes privé. Tout ça à cause d'un petit composant électronique placé sur nos cartouches et programmé par Epson. Et en fait, c'est cette puce qui rend obsolète la cartouche. C'est obsolète simplement parce que cette puce a programmé cette cartouche pour être obsolète alors qu'il reste tout ça dedans. Selon l'association HOP, Epson réduirait donc la durée de vie de nos cartouches. Comment ? En cherchant bien sur la notice de notre imprimante, page 97, Epson évoque l'existence de cette puce. Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations, telles que le niveau d'encre restant pour chaque cartouche. La puce serait donc là pour dire à votre imprimante s'il reste de l'encre dans vos cartouches et combien. Ça nous paraissait logique, jusqu'à ce qu'on décide de retirer la puce. Et là, surprise. Un coup de tournevis et elle se décolle. Pas de circuit électrique, rien qui la relie au réservoir d'encre. Elle est juste collée. Comment diable cette puce peut-elle indiquer le niveau d'encre si elle n'est pas en contact avec l'encre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Nous, oui. À quoi peut bien servir cette puce? L'enquête de Hop s'arrête là, mais nous, on a voulu aller plus loin. Il a fallu avaler quelques kilomètres en race campagne pour trouver un expert capable de l'analyser. Et croyez-nous, ça ne court pas les rues. Bonjour Stéphane. Anne-Charlotte, enchantée. Stéphane Marty, ingénieur. Alors c'est ici? C'est chez vous? Spécialité circuit intégré. Ça c'est le labo, votre labo. Exactement. Personnel. Personnel, oui. Ah ouais. Moi je viens parce que j'ai un petit quelque chose pour vous. Voilà. Cette cartouche, elle était dans mon imprimante. Je l'ai utilisée. Mon imprimante m'a dit qu'elle était vide. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Et surtout, ce qu'il y a dans cette puce. Oui, sans problème. L'opération autopsie de cartouche peut commencer. Vous êtes en fait un chirurgien. De l'électronique, oui. Donc là, je vais déjà commencer par retirer la puce. Qu'y a-t-il dedans? À part du plastique, un film protecteur et une puce, et il n'y a rien d'autre. La seule technologie qu'il y a, c'est la petite puce, qui est en fait, ça s'appelle une EEPROM. Et donc, c'est une petite mémoire, un peu comme les clés USB. C'est à travers ces connexions-là que l'imprimante communique avec la cartouche et stocke les informations dans cette puce. Quelles informations échange la puce avec notre imprimante? Pour le savoir, il faut accéder au cerveau de cette puce, infiniment plus petit. Celle-là, elle mesure 1 mm sur 2. 2 mm carrés. La perdez pas, hein? Non, ça serait dommage, hein? Qui renferment de précieuses données, invisibles à l'œil nu. Donc cette microscopique petite puce, c'est ça? C'est ça. Et tout ce que vous voyez là, c'est ce qui est gravé à la surface de la puce.
Elle donne quoi comme information à l'imprimante, cette micropuce? C'est l'imprimante qui stocke des informations de comptage du nombre d'impressions qui est fait, et qui en déduit l'encre qui reste dans la cartouche. Donc c'est pas un instrument de mesure de l'encre. Elle ne mesure pas précisément l'encre qui reste dans la cartouche. Absolument pas. Et donc cette puce, elle sert de compteur en fait? C'est ça. Donc là, le constructeur va dire, pour cette imprimante-là, elle pourra faire tant de copies. Donc le nombre de copies est programmé à l'avance? Oui. Ça, c'est très intéressant parce que ça leur permet à un moment donné de décider, bon, bah, il a atteint un certain nombre de copies, on va lui dire, il n'y a plus d'encre. Pour pouvoir racheter une autre cartouche? Pour consommer plus. Ouais. Un nombre de copies fixé à l'avance selon lui, mais lequel? Même Stéphane ne peut pas en savoir plus. On ne peut pas interpréter comme ça les différentes parties de la mémoire parce qu'ils sont cachés par le mesh qui est juste là. C'est quoi le mesh? C'est le fil, cette espèce de fil là, qui recouvre tous les circuits qui sont dessous pour pas qu'on les voit. Et on peut pas l'enlever, ce fil? Ah non, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et ce fil, pourquoi il est là? Il est là pour que justement on puisse pas faire de rétro-ingénierie ou qu'on essaye de comprendre comment ils ont fabriqué la puce. Pour Epson, c'est un secret industriel qu'il faut protéger. Empêcher qu'on étudie ou copie sa technologie. Logique, car ce que la marque redoute le plus, c'est que vous mettiez autre chose que ces cartouches dans votre imprimante. Vous savez, les cartouches compatibles, c'est générique, identique aux originales, mais qui coûtent jusqu'à 5 fois moins cher. Un marché légal, mais pas question pour Epson de laisser faire. Et sa défense, c'est l'attaque. À coups de procès contre les fabricants de compatibles, distributeurs, recycleurs. Avec une arme fatale, ses brevets. 4 000 déposés chaque année, 50 000 déjà à son actif, notamment pour ses cartouches à puce. À chaque nouveau modèle déposé, un léger détail modifié pour éviter que les cartouches de la concurrence deviennent compatibles avec votre imprimante. Des millions d'euros investis chaque année pour protéger un trésor, son encre. Tout simplement le liquide le plus cher au monde. Quand un consommateur achète de l'encre, il paye l'encre entre 1 500 et 4 500 € le litre. Par contre, il y a une véritable omerta sur le prix de l'encre, quelle est la structure du coût de revient, etc. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas aujourd'hui combien ça coûte de faire une cartouche d'encre? Aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûte. Évidemment, ceux qui la fabriquent sauront vous le dire, mais ils ne voudront pas vous le dire, puisque c'est le secret de fabrication le mieux gardé, puisque c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent. Typiquement, en 2005, HP, qui est un des grands fabricants d'imprimantes dans le monde, mais qui à l'époque fabriquait aussi des ordinateurs, des serveurs, etc. Donc en 2005, 70% de sa marge, en fait, était réalisée grâce aux consommables. Des pigments, quelques additifs et un peu de solvant. La recette n'a rien de sorcier. Alors pourquoi un tel secret? Un homme a fini par briser le silence. C'était le 15 mars, dans une vidéo postée sur Internet. Voici l'histoire de la merveilleuse arnaque aux cartouches. Cet Américain affirme avoir travaillé pour la plateforme téléphonique d'un grand fabricant d'imprimantes. Et prétend avoir eu accès à des informations top secrètes, à peine croyables. Sur mon écran s'affiche le prix des cartouches. Et là, j'ai littéralement halluciné. On vendait des packs de 4 cartouches pour 59,95 $. Et leur coût de fabrication, seulement 23 cents. Vous avez bien entendu, 23 cents. En euros, c'est 19 centimes pour fabriquer 4 cartouches vendues 49 €. Rentabilité fracassante. Voilà sans doute pourquoi les fabricants font tout pour vous faire acheter leurs propres cartouches. Ah, je me sens mieux. À ce stade, nous avons beaucoup de questions à poser à Epson. À nos demandes d'interview, nous avons reçu des réponses toutes faites. Nous rejetons catégoriquement toute assertion quant à la planification d'une obsolescence. Même sort pour nos questions techniques. Je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, cordialement. On a donc profité d'un salon consacré au numérique
pour obtenir des explications sur leur puce, son compteur et cette encre bloquée au fond de nos cartouches. Mais au stand Epson, aucun expert technique, seulement des responsables marketing, avec un argument inattendu. Bonjour. Nous filmons en caméra discrète. J'ai une imprimante XP 445. D'accord. J'ai la petite cartouche. Quand elle se termine, il reste du liquide dedans. C'est normal. Alors, je vous explique. C'est ça que je comprends pas. L'encre qui est en plus dans la Ah, elle est en cartouche, plus? Vous la payez pas. Donc ce qui reste dans la cartouche, je le paye pas? C'est de l'encre de maintenance, c'est à la charge d'Epson, c'est pour faire en sorte que votre imprimante ne tombe pas en panne. Ah, donc vous les rajoutez? Oui, à notre charge. Merci. Au revoir. Au revoir. Tiens donc, nos 20% d'encre restantes seraient donc cadeaux? Epson met-elle gratuitement plus d'encre dans ses cartouches que la quantité annoncée? Évidemment, on a vérifié. Sur une dizaine de modèles différents, noirs et couleurs. Résultat, dans chaque cartouche, il y a précisément la quantité d'encre indiquée sur le paquet. Pas moins, pas plus. Assez peu convaincant le coût du cadeau, vous ne trouvez pas? De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons retrouvé un homme à qui la stratégie d'Epson coûte cher, très cher. Il a choisi de la dénoncer, un imprimeur professionnel de Seattle et francophile. Bonjour Scott. Ça va? Et vous? Soyez les bienvenus. Merci. Sur ces deux imprimantes Epson, Scott Moore imprime de l'art. Version grand format. Chaque mois, sa consommation d'encre se chiffre en litres. Voilà les cartouches qui ont été utilisées. On en a beaucoup. Ça, c'est à peu près 1 an de cartouches. Une cartouche coûte $240. 240 $ pour une 240, cartouche. Voilà. Il y a 10 cartouches dans la machine. Alors, ça fait 2500 $ pour remplir une machine une fois. 2000 € tous les mois. Alors imaginez un peu la tête de Scott quand il a découvert que ces cartouches de 700 ml, soi-disant vides, ne l'étaient pas vraiment. Parfois, il y a 150 millilitres dedans. Parfois, il y a 100 millilitres dedans. Et ça change de cartouche en cartouche, mais je ne sais pas pourquoi. 150! Voilà. 150 ml d'encre. Dans une cartouche déclarée vide. Dans une cartouche déclarée vide. C'est incroyable, hein? Je jette des milliers de dollars chaque année dans la poubelle. Oui, c'est le gaspillage, ça m'énerve. Plus d'une fois, Scott a demandé des comptes à Epson, sans résultat. Alors, il y a 2 ans, changement de stratégie. Il poste sa démonstration en ligne, un tabac. 700 000 vues en quelques jours, forçant Epson à rompre son silence. Comme argument, ils disent qu'il faut avoir un peu d'encre dans la cartouche pour nettoyer la tête d'imprimante. Et ça, c'est sûr. Parce que si la tête d'imprimante se sèche, vous l'abîmez. Et la tête, c'est très cher. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir autant d'encre pour nettoyer la tête. Ça, c'est sûr. Donc pour vous, c'est pas convaincant, l'explication d'Epson? C'est pas du tout convaincant. J'aimerais bien avoir un dialogue honnête avec Epson. Pour changer le système Epson, Scott Moore a préféré la démonstration médiatique. D'autres ont choisi le combat juridique. Et ça remonte à 15 ans déjà. 11 millions d'Américains ont traîné Epson, ses puces et ses cartouches pas vraiment vides devant les tribunaux. Une class action, une action de groupe en français. Initiée par un homme, Robert Riff, photographe de Los Angeles, spécialisé dans les gros biscottos. Ça, c'est ce que j'appelle mon mur de la gloire. Un petit échantillon de toutes les unes que j'ai faites depuis 20 ans. Là, j'ai aussi Arnold Schwarzenegger. Cette photo a été prise ici dans mon studio. À l'époque, on l'appelait le Gouvernator.
Je vous ai apporté quelque chose. C'est ma cartouche Epson. Ah, je n'en ai pas vu depuis des années. Vous savez, le vrai problème de ce truc, c'est cette satanée puce. Parce que sinon, l'encre Epson, c'est une encre de très bonne qualité. Alors, bon ou mauvais souvenir pour vous? Mauvais souvenir. Vous pouvez la garder. Mais merci. En 2004, le photographe accuse Epson de l'empêcher de consommer la totalité de l'encre qu'il a achetée à cause de cette puce. 6 heures durant, Robert va dérouler son argumentaire devant les avocats d'Epson, Silence sur le plateau. qui, selon lui, refusent d'admettre le moindre problème. C'était vraiment stressant. Ils me posaient 20 fois les mêmes questions, mais d'une manière différente, pour voir si je répondais la même chose. Ils essayaient de me piéger, en fait. Je m'en rappellerai toute ma vie. Ils n'arrêtaient pas de me demander « Quel genre de phrase souhaiteriez-vous que l'on mette sur nos produits pour prévenir les gens de ce problème d'encre ?» Et moi, j'arrêtais pas de leur dire « Mais aucune phrase n'est acceptable. La seule chose que je veux, c'est que vous régliez le problème. » Mais en 2006, plutôt que de risquer une condamnation, Epson préfère payer, comme le permet la loi américaine. Le procès que Robert espérait n'aura jamais lieu. Un jour, mes avocats m'ont dit « C'est bon, Rob, on a gagné. » Et j'ai dit « Mais comment ça ?» Alors ils m'ont dit qu'ils avaient signé un accord, qui m'a vraiment beaucoup déçu. En gros, les consommateurs avaient droit à un avoir de 45 $ chez Epson. Et moi, je n'en ai pas voulu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était franchement pas mon but. Le but pour moi, c'était qu'ils changent de méthode. C'est une vaste blague. Ça me dépasse qu'ils continuent aujourd'hui encore à faire du business de la même façon qu'il y a 15 ans. Impossible de savoir combien Epson a vraiment déboursé. Les 11 millions de plaignants ont reçu un bon d'achat de 45 $, seulement s'ils le réclamaient, à dépenser chez Epson, bien sûr. Au cœur de Paris, une annexe du ministère de l'économie. L'enquête française contre Epson se joue désormais derrière ses vitres, entre les mains des agents de la répression des fraudes. 6 mois après leur dépôt de plainte pour obsolescence programmée, c'est ici que Camille de l'association HOP et leur avocat ont rendez-vous dans quelques minutes. Ils ont retravaillé chaque point de leur dossier avant de livrer le fruit de leurs recherches aux enquêteurs. Là, ce matin, on a pris le temps de bien reprendre tout parce qu'ils ont besoin d'éléments précis, techniques. Ils ont envie de faire des tests. Donc nous, on est ravis parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes moyens qu'une association. C'est très sérieux. Le délit d'obsolescence programmée n'existe qu'en France et depuis 3 ans seulement. Leur espoir désormais, obtenir une première condamnation. Nous, on est là pour créer un précédent. Ce délit, il faut le faire vivre. On a des éléments solides, donc on peut dire qu'on est confiant, je pense. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est confiant. Et je crois que le contexte non plus n'est pas le même qu'aux États-Unis et les procédures judiciaires ne sont pas les mêmes. Déjà, on est sur du délit pénal. Donc on n'est pas dans de la négociation avec les consommateurs. Si on a commis une infraction, on est puni. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais s'il y a procès et qu'il y a infraction, alors oui, ça va faire changer les choses, ils vont être obligés. En France, il n'y aura pas de transaction financière entre la marque et les consommateurs. Mais en cas de condamnation, de lourdes sanctions financières pour Epson. 300 000 € d'amende minimum et jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires. Elle s'appelle Kayla, elle a 10 ans et depuis sa naissance, elle souffre de graves crises d'épilepsie qui mettent sa vie en danger. Ses parents ont tout essayé en vain jusqu'à ce qu'ils découvrent le cannabis thérapeutique. Pas la drogue, mais une autre molécule de la plante, le cannabidiol. Le traitement n'est pas expressément autorisé en France, alors les parents de Kayla prennent le risque d'aller se fournir à l'étranger. C'est une histoire très émouvante que nous vous proposons ce soir. L'autre visage du cannabis, c'est un reportage de Laetitia Moreau, Martin Blanchard et Reynald Lelouch avec Antipode. Si Kayla porte des lunettes opaques en plein jour, c'est parce qu'elle est malade. Elle souffre d'une maladie rare,
le syndrome de Dravet. Tiens, c'est pourquoi. C'est une forme sévère d'épilepsie et les crises qu'elle fait depuis qu'elle est bébé ont endommagé son cerveau et ralenti son développement. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Tiens. Allez, Kayla. Si elle arrive aujourd'hui à rire et à jouer comme tous les autres enfants, c'est un petit miracle. C'était un petit bébé qui était en pleine santé. Elle avait aucun souci apparent. Tout se passait normalement. Les visites chez le pédiatre nous disaient que c'était un petit bébé en pleine forme. Il n'y avait pas de problème ni de croissance. Il n'y a pas eu de problème non plus à l'accouchement. La grossesse s'est bien passée. Enfin, tout se passait bien. C'était vraiment le rêve, quoi. Mais à 3 mois et demi, alors que Jessica est en train de l'allonger, Kayla se met à trembler. Son bras se raidit et tout son corps convulse. Elle fait sa première crise d'épilepsie. Désormais, ses parents traquent les moindres signes annonciateurs. Un mouvement brusque, des yeux qui clignent anormalement. Plus Kayla grandit et plus les crises augmentent, pour atteindre une dizaine par jour. À 3 ans, Kayla doit déjà prendre un traitement lourd, notamment du Valium, un puissant calmant, le seul médicament qui vient à bout de ses crises. On l'a vue plusieurs fois devant nos yeux presque partir, parce qu'ils l'ont réanimée plusieurs fois. Elle a fait des crises très longues, très graves. Mais à ce moment-là, en fait, elle était tellement shootée par les médicaments qu'on la reconnaissait plus. Et on n'avait plus de vie, quoi. C'était un semblant de vie pour elle, pour nous, et c'était très difficile en fait à voir tous les jours, de se dire mais mon enfant en fait il va continuer à être comme ça. Quelque part un enfant qui est l'ombre de lui-même, quoi, parce qu'on risquait de la perdre, certes, parce qu'il y avait les crises encore, et en plus voilà, c'était plus vraiment elle-même. C'est-à-dire que on était dans une espèce de... C'était vraiment une espèce de... On était devant un mur, en fait, on n'avait plus de solution. Tu m'envoies un bisou? T'es la plus gentille, toi, hein, ma Kayla? Maman, elle t'aime fort, fort, fort jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. C'est qui la plus forte? Ouais, c'est qui la plus courageuse? Sauf que nous, en fait, on voulait trouver autre chose que juste la voir soit l'ombre d'elle-même, soit risquer de la perdre à chaque jour. Mais en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quelque chose d'autre, parce que oui, au bout d'un moment, on n'a pas d'autre solution et on nous propose pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'au niveau médical, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que même s'il y a des recherches, il y a des choses qui se font, la vie de notre enfant, elle n'attend pas. Et nous, en tant que parents, on se doit, en mettant un enfant au monde, on se doit tout faire pour le sauver. Kayla a maintenant 5 ans et elle s'enfonce dans la maladie. Au pied du mur, ses parents décident alors de la soigner avec du cannabis thérapeutique. C'est l'heure de se lever. Non. Alors, ma Yaya. Non, non, non. Tu veux pas te lever? T'es bien dans le lit? Oui. T'es bien avec papa? Oui. Il va falloir se lever pour aller chez l'orthophoniste. Ah non. Tu veux pas aller chez l'orthophoniste? Si. Ah, tu vois, tu veux y aller. À la télé. Ah, il est peut-être dans le lecteur DVD, oui. À la télé. Dans le lecteur DVD. Oui, à la télé. À la télé. Tous les matins, c'est le même rituel. Une maison plongée dans la pénombre, un réveil tout en lenteur. Kayla est très sensible à la lumière et au bruit. Il ne faut pas la brusquer pour ne pas provoquer de crise.
fait, le matin, on va ouvrir les volets progressivement. Donc en fait, on n'ouvre pas partout en même temps, parce que Kayla est photosensible. Donc en fait, elle craint vraiment la lumière. Donc si elle se retrouve d'un seul coup, comme nous, quand on ouvre les volets, et si on était dans l'obscurité, ça nous fait mal aux yeux, elle, ça va faire la même chose, sauf que ça va être décuplé, elle risque de faire une crise, et à chaque fois qu'il y a trop de luminosité, donc il faut habituer ses yeux progressivement à la lumière. Une crise de quoi? Une crise d'épilepsie, donc ses yeux partent en arrière, ou carrément une crise convulsive, où là, elle peut se mettre elle peut tomber, se mettre à convulser directement. La famille, y compris sa petite sœur, vit au rythme de sa maladie. Tous les matins, Jessica prépare les médicaments anti-épileptiques de sa fille. Elle prend des médicaments depuis quel âge? Kayla, elle a commencé son premier anti-épileptique, elle devait avoir, je dirais 4 mois et demi, il me semble, parce que la première fois, on est juste reparti, donc quand elle avait 3 mois, on est juste reparti avec le Valium en cas d'urgence. Et comme elle a refait une crise un mois et demi derrière, après on a eu la dépakine en continu. Les débuts, quand on a un petit bébé et qu'on commence à donner plein de drogues comme ça, au début c'est assez traumatisant pour tout le monde. On a cherché d'autres solutions qui pouvaient améliorer son quotidien et la soulager. Et notamment arrêter en fait certains traitements ou les diminuer parce qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires derrière. Donc des effets secondaires assez importants, perte de l'équilibre, perte d'appétit, troubles du sommeil, troubles du langage, troubles du comportement. Depuis presque 10 ans, elle a un peu l'habitude. Voilà. Donc là, je vais aller lui donner. Non. Allez, si ma puce. Allez, ouvre la bouche. Tu bois un petit peu d'eau? Ça doit être pas bon. Ça va pas d'où les petits bouts. C'est bon? Allez, on coiffe les cheveux. On coiffe les cheveux parce qu'après on va aller manger ma Regarde, puce. je fais tout doucement. Tu vois, j'ai déjà fini. Allez, viens. On va aller déjeuner. Depuis 5 ans, Kayla se soigne aussi avec du cannabis thérapeutique. 3 fois par jour, elle prend quelques gouttes de cette huile. Et ce traitement a changé sa vie et celle de sa famille. La prends? Je la donne. À qui? À moi. À toi? Allez, vas-y, mets-la dans ta bouche. Pour tout le monde, le cannabis est une drogue. En fait, la plante contient plusieurs molécules. La plus connue est le THC. C'est elle qui a un effet psychotrope. L'autre molécule importante, c'est le cannabidiol, appelé aussi CBD. Celle-ci n'a rien à voir avec la drogue. Et c'est elle qui soigne Kayla. Tu veux un petit croissant comme ça? Oui? Merci. Le produit de Kayla, en fait, la molécule qui est importante et qui agit sur son confort au quotidien et sur les crises, ça va être le CBD. Dans le produit qu'on donne à Kayla, il y a beaucoup de CBD et il y a quasiment 0% de THC. Donc il n'y a pas d'effets secondaires, en fait, comme les effets secondaires qui peuvent être liés justement au cannabis récréatif. Ça n'a rien à voir... Enfin, c'est deux produits totalement différents, à usage différent, en fait. Une sérénité dans le confort de vie, c'est-à-dire moins de troubles du comportement, moins de troubles du sommeil, plus d'appétit, un confort général, mais vraiment aucun effet secondaire. Oh, pas de bisous baveux. Bisous mon cœur. À tout à l'heure. Je t'aime, bisous. La mère de Kayla est institutrice dans l'école du village. Son père a arrêté de travailler pour s'occuper à plein temps d'elle. Parce que sinon, on va se faire fâcher par l'orthophoniste après. Tu veux qu'on se fasse fâcher? Maman. Tiens. Il l'accompagne dans la plupart de ses rendez-vous médicaux. Pas ça. Tu ouvres la porte? Pas ça. Allez, hop. À quoi tu joues là? Tu sais pas à quoi tu joues? Donc au début du CBD, c'est vrai que on voyait pas vraiment de changement. Et après, au fil des jours qu'on lui donnait, c'est vrai que ça a été assez significatif. Avant, elle faisait plein de myoclonies. Donc les myoclonies, c'était des petites crises avec les yeux, c'est-à-dire qu'elle partait un petit peu en l'air comme ça.
Et elle en faisait par centaines en journée. Et donc tous les gestes du quotidien, manger, boire, ça devenait super compliqué parce que du coup, quand elle faisait une crise, elle s'étouffait à chaque fois, quoi. Et puis c'est vrai que voilà, au fil des semaines, on a trouvé que Kayla, elle était un peu plus épanouie. On la trouve changée. Hein. Kayla va tous les mercredis 1 heure chez l'orthophoniste. Car si elle comprend tout, elle a encore du mal à s'exprimer. Qu'est-ce que t'as apporté aujourd'hui? T'apportes toujours quelque chose avec toi. C'est mon livre, ça. C'est votre livre à vous? Allez, tu viens, on y va. Et alors déjà, regarde, ça, tu te rappelles ce que c'était, ça? C'était l'herbe. On commence par prendre quoi? Ça. Vas-y, choisis. Ça va. Tu le poses? À côté de la face. Alors, Les crises et les médicaments ont ralenti son développement psychomoteur. Mais petit à petit, elle rattrape son retard et le CBD n'y est pas pour rien. Là? C'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Alors, tu fais celle de l'autre côté? Tu fais attention à la fenêtre, hein? Moi, je trouve qu'elle est sur une bonne progression, là, quand même. Hein. Ouais. Et puis, en même temps, elle maintient bien tout ce qu'elle a appris. Elle n'est pas en perte de ce qu'elle a appris. Donc ça, c'est très important aussi. Allez, on range. Je te laisse ranger. Oula, heureusement que ça tombe pas. J'ai de la chance aujourd'hui. Dans le cas de Kayla, le cannabis thérapeutique a stoppé les crises en journée. Mais elle en a encore parfois la nuit. Et c'est le seul problème majeur qui subsiste. Son copain, il s'appelle pareil que lui. Pour comprendre en quoi le cannabis peut avoir des vertus thérapeutiques, nous sommes allés à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, en banlieue parisienne, dans le service d'addictologie pour adolescents et adultes. C'est là qu'exerce le professeur Amine Benyamina, et pour lui, il est temps de porter un autre regard sur le cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique, qu'on pourrait appeler cannabinoïde thérapeutique, c'est plus simple, il est reconnu ayant des effets sur les douleurs musculaires, ce qu'on appelle la spasticité musculaire dans la sclérose en plaques. C'est une indication universelle pour lesquelles il n'y a pas de discussion. Il y a d'autres indications qui sont évidemment reconnues, mais qui ne sont pas partagées par tout le monde, notamment par exemple, et ce qui est vrai, hein, c'est expérimenté chez les consommateurs de cannabis tout court, sur les vomissements dans les cures, par exemple, de chimiothérapie dans les cancers. On sait qu'il a un effet sur l'appétit chez les personnes qui ont des maladies graves avec un état cachectique, c'est-à-dire quand ils n'arrivent plus à manger, la prise de cannabis va leur donner la possibilité de manger, ils ont plus d'appétit. On lui a trouvé des vertus aussi dans les glaucomes, par exemple. On lui a trouvé des vertus dans des maladies métaboliques. Vous voyez, on a quand même des possibilités avec ce cannabis et on a le sentiment qu'en France, et pas ailleurs dans le monde, en France, il y a une totale impossibilité, un hermétisme complet, une insensibilité de la part des autorités à cette question. La plupart de nos voisins ont légalisé le cannabis thérapeutique. C'est le cas des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal, du Luxembourg, de l'Autriche, de la Slovénie et de la Suisse. Comme beaucoup de parents d'enfants malades, Jessica se fournit en CBD à l'étranger. En France, sa commercialisation est illégale. Mais paradoxalement, sa consommation, elle, est autorisée. Je pense que c'est pas normal parce que je pense qu'on devrait pouvoir trouver ça en France. Après, quand on a envie de soigner son enfant, on fait tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ses fins de toute façon. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir le même circuit, on va dire, de santé au niveau du CBD en France, ce serait quand même plus facile parce que c'est vrai que quand on a déjà un enfant malade et handicapé, devoir organiser un voyage, c'est d'autant plus compliqué. C'est en faisant des recherches sur Internet que les parents de Kayla sont tombés, il y a 5 ans, sur l'histoire de Charlotte, une petite Américaine atteinte elle aussi du syndrome de Dravet. Elle souffrait de crises très violentes qui la mettaient en danger. Les médicaments ne fonctionnaient pas. Seul le CBD lui sauvera la vie.
Cette histoire va provoquer une grande émotion aux États-Unis, à la suite de quoi plusieurs États décident d'autoriser le cannabis thérapeutique. Jessica réussit alors à contacter l'un des chercheurs qui a mis au point le cannabis ayant sauvé la petite américaine. Il s'agit de Nicolas Wagner, un des pionniers dans ce domaine. Un lien spécial les unit car Jessica a été une des premières mamans avec une enfant épileptique à le solliciter. Ça fait remonter plein de souvenirs le fait d'être là parce que je vais retrouver Nicolas Wagner, la personne en fait qui a un peu changé notre vie il y a 5 ans. Elle tient Nicolas Wagner au courant de l'évolution de Kayla. Aujourd'hui, elle voudrait savoir s'il a une solution pour les crises de nuit. Bonjour Jessica, ça fait longtemps. Ça va? C'est toi? 4. C'est pas important. Ça fait longtemps. Oui. Je suis très content que tu m'as pas oublié. Non, ah non. Voilà, moi non plus. On s'assoit? On s'assoit. J'avais mon tout petit bébé avec moi. Oui, je me souviens. La grande et la petite. Voilà. Celle-ci, c'est au tout début, en fait, quand on est venu vous voir la première fois. Je peux me souvenir de... Vous vous souvenez? De la petite. Oui, vraiment. Regarde là, tu vois, c'était pour ses 9 ans. Elle est très très présente. Et quand on lui demande si c'était difficile de traiter une enfant, il répond sans hésiter. Non, parce qu'il y a les expériences en Californie qui quand nous on s'est connus, ça faisait déjà 4 ans et demi que ça bougeait. En 1996, la Californie fut autorisée à utiliser le cannabis médical. Je suis pas partie à l'aveuglette rencontrer une personne voilà, qui faisait joujou, on va dire, avec des plantes. Je savais que c'était quelqu'un de sérieux, donc oui, c'est rassurant. On est avec son enfant, c'était pas pour moi, donc c'était pour ma fille. Et c'est vrai qu'à l'époque, une petite fille qui a 4 ans et demi, 5 ans, c'est vrai qu'on a envie d'être avec des personnes de confiance. Je suis content que j'ai pu aider un peu et je suis, comment dire, aussi un peu ému, excuse-moi, fatigué. Voilà. C'est pas une plante miracle, mais... C'est ce que je dis souvent. C'est pas une plante miracle, mais sur le confort de vie. Sur les choses qu'on a pu faire, qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait, de sortir, de se balader. Nicolas Wagner est luxembourgeois, mais il a installé son laboratoire de production en Autriche, car c'est le seul pays européen qui autorise le clonage des plants de cannabis. Là, on entre vers la droite. J'y vais? Oui. Voilà. Merci. L'endroit n'a rien de clandestin, il est totalement légal. Il a fallu de nombreuses années à Nicolas Wagner pour mettre au point par croisement génétique une plante à fort potentiel médical. Car le cannabis qui soigne Kayla a un taux de CBD de 23%, un taux très élevé qui n'existe pas à l'état naturel. Ça, c'est maintenant la plante qui soigne Kayla dans son état prêt pour être exposée dans le champ. Elle s'adapte au climat. C'est la même chose comme dans les fabrications de géranium ou de tomates. C'est juste que là, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Mais à la différence des tomates, le clonage de ce cannabis médical se fait dans des conditions phytosanitaires très rigoureuses. Les plants ne doivent subir aucune contamination avant d'être replantés dans des champs eux aussi sous contrôle. On a à disposition en fait une plante qui peut soigner et qu'on n'utilise pas encore tout son potentiel et qu'il est temps en fait de remédier à tout ça et qu'on puisse avoir accès à cette plante-là et qu'on puisse enfin soigner les gens avec. Avant que Jessica ne reparte en France, Nicolas Wagner lui propose d'essayer un nouveau traitement à base de gélules pour les crises de nuit de Kayla. C'est 10, c'est ça? C'est 10 mg de CBD séché ou lu. D'accord. Nicolas Wagner ne s'intéresse pas seulement à des patients atteints d'épilepsie comme Kayla. Il collabore avec des médecins en Allemagne, au Luxembourg, en Slovénie, sur d'autres pathologies.
il se rend régulièrement à Maribor, en Slovénie, où il travaille avec un médecin spécialisé en cancérologie. Asseyez-vous, on va commencer. Aujourd'hui, il reçoit une patiente qu'il soigne depuis 3 ans, atteinte d'un cancer des ovaires. Combien de gouttes prenez-vous par jour? 2 gouttes de CBD 3 fois par jour. Et si on augmentait un peu? Oui. Pour avoir un dosage plus fort? Oui. Vous ne sentirez pas le dosage augmenter, mais nous, on va essayer d'influer plus fortement sur le système immunitaire. Avec le CBD, j'ai tout de suite vu que j'allais mieux. L'appétit est revenu et surtout le sommeil. Pour le sommeil, c'est vraiment beaucoup mieux. Nous utilisons souvent les cannabinoïdes en cancérologie pour traiter différents types de cancers. Il est prouvé scientifiquement que les cellules meurent plus vite avec le cannabidiol. L'intérêt, c'est que le cancer ne se propage pas. Et nous traitons dans le même temps la tumeur. Le cannabidiol engendre aussi des effets anti-inflammatoires et il permet d'améliorer les mécanismes du corps. Alors ce n'est pas juste traiter le cancer, mais tout le corps à l'échelle cellulaire. C'est très puissant. Nicolas Wagner aime à dire que le cannabis n'est pas une plante miracle, mais qu'elle pourrait améliorer le quotidien de beaucoup de malades. Les recherches en cours montrent que le cannabis a un énorme potentiel. Et avant de prendre sa retraite, Nicolas Wagner aimerait qu'il soit réhabilité. Tu veux pas de gruyère, ça va? Si, je veux du gruyère. Moi aussi. Et t'es pas obligé de lui crier dessus à ta soeur quand tu lui parles. Moi aussi. Kayla. Non. Chaque mercredi, Jessica retrouve ses filles pour déjeuner. C'est un moment qui semble ordinaire, mais en réalité, c'est une victoire sur la maladie de Kayla. Depuis l'introduction du CBD, elle s'est mise à avoir plus d'appétit et à manger plus volontiers. C'est-à-dire que maintenant, c'est assez rare quand même qu'elle goûte pas et qu'elle se mette pas à manger. Donc en général, elle mange de tout et elle a plutôt un bon appétit. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment qui était assez difficile par le passé et qui est beaucoup plus agréable maintenant parce qu'on peut manger en famille. Bon, elle a toujours son caractère, voilà, elle va râler un petit peu, mais voilà, après, maintenant, elle mange toute seule. Maman, elle t'aidera après pour la fin, d'accord? D'accord. Ok. On dort, Malia? Hein? Jessica profite de tous les instants pour stimuler sa fille. Ses jeux et ses lectures sont là pour enrichir son vocabulaire. C'est quoi ça, tu m'as dit? Oiseau. C'est bien. Tu la laisses faire pour voir. C'est quoi ça? Et ça? Hélicoptère. Oula, ça c'est dur, c'est les instruments de musique. Normalement, ta sœur, elle les connaît. Si elle sait pas, tu l'aideras, d'accord? Ça, c'est quoi? Violon. Violon. Ouais. Trompette. Piano. Piano. Ça, c'est dur, ça. Si. Si. C'est bien, tu les connais tous. Je peux le faire toute seule. La voiture qui est... Ouvre les yeux quand tu marches. Du vélo? 3. Avant la sieste, Kayla prend quelques gouttes de CBD. Un flacon dure environ 1 mois et coûte plus d'1 centaine d'euros. Tu prends un livre si tu veux, on lit une petite histoire et après on ira se coucher. D'accord? Plus. 2, c'est mieux. Sinon on s'ennuie. T'es bien comme ça? Oui. Oui? Bah vas-y, mets ta tête. Ma mamie et moi sommes des exploratrices. Grandma est très courageuse et joyeuse. Elle m'apprend à être courageuse et à avoir confiance en moi. Le moment de l'endormissement est encore un moment angoissant pour ses parents. Kayla fait encore des crises pendant son sommeil. Hop, pour tout à l'heure, ok? Allez. Depuis quelques années maintenant, on a la bouteille à oxygène qui est toujours dans la chambre. Parce que quand elle fait des grosses crises convulsives, elle cyanose, donc elle arrête de respirer ou elle a du mal à respirer, donc en fait elle devient toute violette. Le fait d'attendre à chaque fois d'avoir les pompiers ou le SAMU pour avoir l'oxygène, c'est très long et ces quelques minutes elles sont assez
assez risqué pour sa vie. Donc là, le fait qu'on ait l'oxygène à la maison, dès qu'elle cyanose un petit peu, qu'elle est pas bien, on lui met le masque et on lui met l'oxygène, ça lui permet de revenir plus vite à elle. Et ça permet aussi de protéger son cerveau du manque d'oxygène. Donc c'est rassurant pour nous de l'avoir à la maison. Et depuis qu'on a l'oxygène à la maison, on a beaucoup moins l'avenue des pompiers. Voilà, ça nécessite... Enfin, nous, on est un peu des médecins, quoi. On gère un peu notre fille au quotidien et on gère les crises. Donc voilà. Et là, on le cache derrière. Normalement, elle n'a pas accès. Voilà. Maman, elle va allumer la caméra ? La caméra, en fait, elle permet de surveiller Kayla parce qu'elle se déclenche quand il y a du mouvement, quand il y a du bruit. Et même quand il n'y a pas de bruit, en fait, souvent, elle fait des crises toniques. Donc ça veut dire qu'il y a tout le corps qui se raidit. Et à ce moment-là, en fait, elle a les yeux qui s'ouvrent. Et quand on voit qu'il n'y a plus de clignement au niveau de ses yeux et que les yeux restent fixes, elle peut être en crise là aussi. Donc là, il n'y a pas de bruit. Mais nous, sur la caméra, on voit les yeux... Parce qu'avec l'infrarouge, on voit les yeux qui sont ouverts. Donc on est assez vigilants et on a toujours la caméra qui nous suit à chaque fois qu'elle dort. D'accord ? Il est encore trop tôt pour savoir si le nouveau traitement à base de gélules donné par Nicolas Wagner fonctionne. Mais les résultats sont encourageants. Alors le livre, je le pose là. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Allez, dors bien mon petit cœur. Tu fais un gros toto. D'accord ? En un mois, Kayla a fait 2 fois moins de crises. Épilepsie, cancer, troubles du sommeil, le cannabis thérapeutique a fait ses preuves. Même Françoise Maillard, qui a longtemps travaillé pour l'industrie pharmaceutique, en est convaincue. Elle se soigne avec du cannabis thérapeutique depuis 2 ans, un choix réfléchi pour cet ancien médecin qui a travaillé 30 ans pour les plus grands laboratoires. J'ai beaucoup voyagé en Asie, au Japon, en Chine et en Corée. J'ai passé la plupart de ma vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique. Et ce qui m'a donné l'occasion, je travaillais surtout au niveau international, donc de voyager beaucoup pour des développements de médicaments, où je rencontrais d'une part les gens des filiales et d'autre part des investigateurs potentiels pour faire des essais cliniques. Alors qu'elle est tout près de la retraite, Françoise est atteinte par une sclérose en plaques. C'est une maladie dans laquelle le corps s'attaque lui-même et détruit peu à peu la gaine protectrice des nerfs. Pour se soigner, elle prend un médicament à base de cannabis vendu dans 17 pays européens, mais pas en France, le Sativex. J'en prends en moyenne 4 pulvérisations par jour le matin, espacées d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Et comme ça, puis on arrive à un moment où on dit, bah oui, là, j'ai, comme j'avais dit, un retour sur investissement, c'est-à-dire je suis confortable quant à l'efficacité et je n'ai pas d'effet secondaire. Depuis 2 ans, elle l'achète en Suisse 500 €, une situation qu'elle trouve anormale. Je considère que je suis favorisée à 2 points de vue. D'abord parce que j'ai eu les connexions via le fait que je baigne dans le domaine médical pour accéder au Sativex en Suisse. Et d'autre part, j'ai eu les moyens financiers. Bon, je ne le fais pas de gaieté de cœur, parce que j'aimerais mieux mettre l'argent ailleurs, c'est certain. Donc, et je trouve que c'est particulièrement... C'est pas juste. Ça vous fait une médecine à 2 vitesses. Une médecine à 2 vitesses dont pâtissent les malades. Pourtant, la découverte des bienfaits du cannabis remonte à une 30aine d'années. Les chercheurs découvrent alors que les cannabinoïdes sont indispensables à notre bonne santé, mieux que notre corps en fabrique naturellement. On les appelle les endocannabinoïdes. Ces molécules envoient des messages à nos cellules en se fixant sur des récepteurs que nous avons dans le cerveau et dans tout le système immunitaire. Ces messages agissent sur l'équilibre général du corps, par exemple sur la faim, le sommeil, la douleur. Quand notre corps n'en fabrique pas assez, nous sommes en déficit, et la prise de cannabinoïdes extérieurs va rétablir l'équilibre. C'est pour ça que la prise du cannabis va jouer un rôle sur la détente des muscles sur la sclérose en plaques, va jouer un rôle sur l'amélioration des médicaments dans le système immunitaire. Par exemple, les personnes qui sont sous trithérapie, quand ils prennent du cannabis, ils ont un meilleur effet du traitement. C'est tout simple. Ce produit
ce cannabis n'est pas un produit qui va nulle part, il a un effet de pharmacopée de fait par sa nature et par son système. C'est la fin de l'été. Kayla a réintégré l'Institut d'éducation motrice où elle est scolarisée depuis 4 ans. Au programme aujourd'hui, séance de kiné. D'accord. Allez. Là, tu vois, là, il commence à faire orage. Ça va rafraîchir un petit peu. Tu sais, Kayla, comme quand t'as des orages dans ta tête, tu sais comment ça fait? Ouais. Écoute, et bah, tu vois, le ciel, là, il fait des orages. Écoute. C'est vrai que souvent, l'image qu'on donne, nous, parents d'enfants épileptiques, c'est des orages dans la tête. Il y a des moments, ça explose un peu dans la tête. Et c'est vrai que c'est l'image la plus proche, en fait, d'une crise d'épilepsie pour un enfant. C'est ce qui est le plus facile à expliquer. Papa. C'est papa qui arrive? Non. C'est pas papa? Moi, je crois bien que c'est papa qui arrive, regarde. Chut, chut. Il y a papa qui arrive. Sarah. Oui. Viens vite. Viens vite. Ça glisse. On en profite avant qu'il pleuve vraiment, mais souvent, voilà, faut préparer, faut mettre les lunettes, le chapeau, faut faire quand même attention à pas mal de choses. Et là c'est vrai que nous, c'est la petite bouffée d'oxygène. Pouvoir sortir comme ça, c'est bien. Pour la première fois, la ministre de la Santé a évoqué en juin dernier la possibilité de légaliser le cannabis thérapeutique. On va rentrer parce que là, on commence à se mouiller. Hein. Mais non, mais c'est... Oui, parce qu'elle voulait faire du vélo. Pour Kayla et sa famille, pour Françoise et pour beaucoup d'autres malades en France, ce serait une vraie bouffée d'oxygène. Bonsoir Éric Correia. Bonsoir Lise Essay. Vous êtes infirmier anesthésiste, vous exercez au centre hospitalier de Guéret et vous militez pour l'autorisation du cannabis thérapeutique. Comme la petite Kayla qu'on vient de voir dans notre reportage, certains de vos patients y ont recours. Et là, très franchement, vous voyez la différence? Absolument, j'ai pu mesurer la différence et la constater au fil des années, où j'avais des patients avant qui se soignaient avec la pharmacopée usuelle dont on était disponible en France et qui aujourd'hui se soignent avec du cannabis thérapeutique et qui, grâce à ça, ont une vie maintenant quotidienne normale, absente de douleur, où ils ont même pu reprendre une vie sociale, voire reprendre le travail pour certains. Donc c'est un changement radical pour certains dans leur vie. Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous disent que l'autorisation du cannabis thérapeutique, c'est une porte ouverte à l'autorisation du cannabis récréatif cette fois? C'est la question effectivement usuelle qu'on entend régulièrement. La Suisse utilise le cannabis thérapeutique depuis 3 ou 4 ans. On n'a pas pour autant légalisé sur son territoire. Et nous, en France... C'est bien séparé. C'est bien séparé. Et nous, en France, nous utilisons tous les jours, on vous prescrit des médicaments dérivés de l'opium. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau reportage sur Envoyé spécial il y a quelques temps. Et l'on voit bien que malgré tout, nous n'avons pas légalisé ni l'héroïne ni la cocaïne sur notre territoire. Donc, il y a une marge de manœuvre et heureusement que nous ne l'avons pas fait. Alors, on vous a invité parce que vous avez une double casquette. En marge d'être un soignant, vous êtes aussi un élu de la Creuse, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Et dans une tribune qui a été parue en juillet, vous y allez très fort, vous dites produire du cannabis à usage thérapeutique en France, ça n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Absolument, c'est une nécessité pour plus de 300 000 patients aujourd'hui en France. C'est une estimation qui a été chiffrée grâce à l'association Normol avec qui je travaille. Et 300 000 personnes, c'est le nombre de patients qui auraient besoin de cannabis thérapeutique? Qui en ont besoin quotidiennement, effectivement, pour se soigner, disparaître leur douleur et vivre mieux, avoir une vie sociale. Et c'est le minimum parce qu'on peut monter à 1 million de patients si on compte parmi ceux-ci, ceux qui reçoivent une chimiothérapie pour un cancer. Le cannabis thérapeutique est utilisé en Suisse pour éviter les vomissements, pour redonner de l'appétit. Donc 300 000 est vraiment un seuil. Vous militez même pour que votre département, la Creuse, soit le premier à produire du cannabis thérapeutique. Pourquoi? C'est un business aussi? Bien évidemment, au-delà d'un projet humain et sociétal et humaniste, c'est aussi un projet économique. Je rappelle que les territoires ruraux comme la Creuse sont vraiment en souffrance et qu'on va se battre, trouver des idées. Et l'idée du cannabis thérapeutique est effectivement, en termes économiques, on le voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Quand vous avez Pernod Ricard qui s'intéresse au cannabis, Coca-Cola, Amazon, donc on voit bien que derrière, effectivement, il y a une manne économique.
Et moi, je souhaite que cette filière économique complète, qui aujourd'hui est en train de se déployer tout autour de la France, eh bien, elle se développe aussi en France, mais plus particulièrement en Creuse, qui est mon département. Et je souhaite qu'il puisse effectivement revivre. Parce qu'il y a un potentiel financier évident. Alors, parlons maintenant du gouvernement. Il avance sur ce sujet. Oui. A priori, il pourrait y avoir une décision avant la fin de l'année 2019. Là, dans les mois qui viennent, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui, justement, pour discuter avec pas mal de laboratoires suisses, québécois, eh bien, nous avons un certain nombre d'ingénieurs français qui sont déjà dans ces laboratoires-là. Nous savons faire, nous avons le savoir-faire. C'est toujours malheureux que ce soit des Français qui la développent ailleurs. Oui. Elle pourrait très bien se développer beaucoup plus vite en France, et notamment, encore une fois, en Creuse, comme je le souhaite de mes voeux pour notre territoire. Alors, ce qui est fou et ce qu'on ne sait pas, c'est que chez certains de nos voisins en Europe, en Allemagne par exemple, le cannabis thérapeutique est même remboursé par l'équivalent de la sécurité sociale. Bien évidemment, en Allemagne et donc en France, j'espère, parce que si nous sommes dans le thérapeutique, dans le médicament, il faudra bien évidemment envisager aussi le remboursement de certains médicaments qui pourraient être issus du cannabis thérapeutique. Nous sommes dans le soin, donc il n'y a pas de raison. Merci à vous, Éric Correia. Merci, Élise Lucet. C'est la fin de ce numéro d'Envoyé spécial. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on se retrouve sur franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux et dans une semaine pour une nouvelle émission. Tout de suite, c'est Complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz.